envie de courir, de rêver, d'aller devant lui en songeant à l'avenir et en respirant l'air doux de la nuit. Mais la pensée de la série d'articles demandés par le père Walter le poursuivait. Et il se décida à rentrer tout de suite pour se mettre au travail. Il revint à grands pas, gagna le boulevard extérieur et le suivit jusqu'à la rue Boursault, qu'il habitait. Sa maison, haute de 6 étages, était peuplée par 20 petits ménages ouvriers et bourgeois, et il éprouva, en montant l'escalier, dont il éclairait avec des allumettes bougies les marches sales, où traînaient des bouts de papier, des bouts de cigarettes, des épluchures de cuisine, une écœurante sensation de dégoût et de hâte de sortir de là, de loger comme les hommes riches, en des demeures propres avec des tapis. Une odeur lourde de nourriture, de fausse décence et d'humanité, une odeur stagnante de grâce et de vieilles murailles, qu'aucun courant d'air n'eût pu chasser de zoologie, l'emplissait du haut en bas. La chambre du jeune homme, au 5e étage, donnait comme sur un abîme profond, sur l'immense tranchée du chemin de fer de l'Ouest, juste au-dessus de la sortie du tunnel, près de la gare des Batignolles. Duroy ouvrit sa fenêtre et s'accouda sur l'appui de fer rouillé. Au-dessous de lui, dans le fond du trou sombre, 3 signaux rouges immobiles avaient l'air de gros yeux de bête, et plus loin, on en voyait d'autres, et encore d'autres encore plus loin. À tout instant, des coups de sifflet prolongés ou courts passaient dans la nuit, les uns proches, les zones à peine perceptibles, venus de là-bas du côté d'Asnières. Dans d'Asnieres, ils avaient des modulations, comme des appels de voix. Un d'eux s'approchait, poussant toujours son cri plaintif qui grandissait de seconde en seconde, et bientôt une grosse lumière jaune apparut, courant avec un grand bruit, et Duroy regarda le long chapelet des wagons engouffrés sous le tunnel. Puis il se dit « Allons, au travail !» Il posa sa lumière sur sa table, mais au moment de se mettre à écrire, il s'aperçut qu'il n'avait chez lui qu'un cahier de papier à lèvres. Tant pis, il l'utiliserait en ouvrant la feuille sur toute sa grandeur. Il trempa sa plume dans l'encre et écrivit en tête de sa plus belle écriture « Souvenir d'un chasseur d'Afrique ». Puis il chercha le commencement de la première phrase. Il restait le front dans sa main, les yeux fixés sur le carré blanc déployé devant lui. Qu'allait-il dire? Il ne trouvait plus rien maintenant de ce qu'il avait raconté tout à l'heure. Pas une anecdote, pas un fait, rien. Tout d'un coup, il pensa « Il faut que je débute par mon départ » et il écrivit. C'était en 1874, aux environs du 15 mai, alors que la France épuisée se reposait après les catastrophes de l'année terrible. Et il s'arrêta net, ne sachant comment amener ce qui suivrait, son embarquement, son voyage, ses premières émotions. Après 10 minutes de réflexion, il se décida à remettre au lendemain la page préparatoire du début et de faire tout de suite une description d'Alger. Il traça sur son papier « Alger est une ville toute blanche », sans parvenir à énoncer autre chose. Il revoyait en souvenir la jolie cité claire, dégringolant comme une cascade de maisons plates du haut de sa montagne dans la mer. Mais il ne trouvait plus un mot pour exprimer ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti. Après un grand effort, il ajoutait « Elle est habitée en partie par des Arabes ». Puis il jeta sa plume sur la table et se leva. Sur son petit lit de fer, où la place de son corps avait fait un creux, il aperçut ses habits de tous les jours, jetés là, vides, fatigués, flasques, vilains comme des hardes de la mort. Et sur une chaise de paille, son chapeau de soie, son unique chapeau, semblait ouvert pour recevoir l'aumône. Ses murs, tendus d'un papier gris
à bouquet bleu avait autant de taches de fleurs, ou avait autant de taches que de fleurs, des taches anciennes suspectes, dont on aurait pu dire la nature, bête écrasée ou goutte d'huile, ou de doigts graisseux de pommade ou écume de la cuvette projetée pendant les lavages. Cela sentait la misère honteuse, la misère encarnie de Paris. Et une exaspération le souleva contre la pauvreté de sa vie. Il se dit qu'il fallait qu'il sortir de là, tout de suite, qu'il fallait en finir dès le lendemain avec cette existence besogneuse. Une ardeur de travail l'ayant soudain ressaisi, il se rassit devant sa table et recommença à chercher des phrases pour bien raconter la physionomie étrange et charmante d'Alger, cette antichambre de l'Afrique, mystérieuse et profonde, l'Afrique des Arabes vagabonds et des nègres inconnus, l'Afrique inexplorée et tentante, dont on nous montre parfois dans les jardins publics, les bêtes invraisemblables qui semblent créées pour les contes de fées, les autruches, ces poules extravagantes, les gazelles, ces chèvres divines, les girafes surprenantes et grotesques, les chameaux graves, les hippopotames monstrueux, les rhinocéros informes et les gorilles, ces frères effrayants de l'homme. Il sentait vaguement des pensées lui venir. Il les aurait dites peut-être, mais il ne pouvait point les formuler avec des mots écrits. Et son impuissance l'enfiévrait. Il se leva à nouveau, les mains humides de sueur et le sang battant au temps. Et ses yeux étant tombés sur la note de sa blanchisseuse, montée le soir même par le concierge, il fut saisi brusquement par un désespoir éperdu. Toute sa joie disparut en une seconde, avec sa confiance en lui et sa foi dans l'avenir. C'était fini. Tout était fini. Il ne ferait rien. Il ne serait rien. Il se sentait vide, incapable, inutile, condamné. Et il retourna s'accouder à la fenêtre, juste au moment où un train sortait du tunnel, avec un bruit subit et violent. Il s'en allait là-bas, à travers les champs et les plaines, vers la mer, et le souvenir de ses parents entra au corps de Duroy. Il allait passer près d'eux, ce convoi, à quelques lieues seulement de leur maison. Il la revit, la petite maison, en haut de la côte dominant Rouen et l'immense vallée de la Seine, à l'entrée du village de Canteleu. Son père et sa mère tenaient un petit cabaret, une quinquette où les bourgeois des faubourgs venaient déjeuner le dimanche. À la belle vue. Ils avaient voulu faire de leur fils un monsieur et l'avaient mis au collège. Ses études finies et son baccalauréat manqué, il était parti pour le service avec l'intention de devenir officier colonel général. Mais dégoûté de l'état militaire, bien avant d'avoir fini ces 5 années, il avait rêvé de faire fortune à Paris. Il y était venu, son temps expiré, malgré les prières du père et de la mère qui, leur songe envolé, voulaient le garder maintenant. À son tour, il espérait un avenir. Il entrevoyait le triomphe au moment d'événements encore confus dans son esprit, qu'il saurait assurément faire naître et seconder. Il avait eu au régiment des succès de garnison, des bonnes fortunes faciles et même des aventures dans un monde plus élevé, ayant séduit la fille d'un percepteur qui voulait tout quitter pour le suivre, et la femme d'un avoué qui avait tenté de se noyer par désespoir d'être délaissé. Ses camarades disaient de lui: c'est un malin, c'est un roublard, c'est un débrouillard qui saura se tirer d'affaire. Et il s'était promis en effet d'être un malin, un roublard, un débrouillard. Voilà pour l'instant. Je vous lis la suite de ce livre dans une prochaine vidéo. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, vu que cette vidéo arrive au début septembre. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, études, reprise du travail, après les congés, reprise de vos enfants, enfin peu importe. N'oubliez pas de me proposer des questions pour la foire aux questions qui arrive. Je vous dis
merci d'avoir regardé ma vidéo.